Alors, mon nom est Daniel Villeneuve. D'entrée de jeu, je vous souhaite la bienvenue. Au nom du comité organisateur, au nom également des auteurs de l'étude dont nous allons entendre parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'enquête québécoise sur les conditions de travail, l'emploi, la santé et la sécurité du travail. Je viens de le dire au complet, le nom, mais pour le reste de la journée, on va appeler ça familièrement l'éco-test. Ça sera plus intime et plus pratique. Alors, c'est la première présentation d'envergure des résultats de cette étude. Merci d'être venus en si grand nombre. Et nous allons profiter autant que possible des données très riches des résultats de cette enquête. Alors, je me présente, Daniel Villeneuve, je suis du ministère de la Santé, direction de la protection de la santé publique, responsable d'une unité de santé au travail. Je suis là depuis très, très longtemps, c'est-à-dire 4 mois. Auparavant, j'ai passé au moins une dizaine d'années dans le monde du travail, au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre notamment, dans le merveilleux monde des relations patronales syndicales, où on traitait entre autres de santé, de sécurité du travail. Alors, j'étais plus sous l'angle arbitrage médical, la loi sur la LATMP qu'on appelle familièrement, la loi sur des accidents du travail et des maladies professionnelles. Là, je suis plus du côté prévention, santé, donc les applications de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Alors, je fais l'interface avec la CSST notamment. Donc, parlant de faire le pont entre deux mondes, je fais le pont entre le monde du travail et celui de la santé, avec pour objet la santé au travail, la sécurité au travail, les conditions de travail. Et l'enquête, l'éco-test nous permet aussi de faire ce pont entre le travail, l'emploi, les conditions de travail, la santé, la sécurité du travail. Alors, profitons-en. On passe à la présentation de l'enquête. Je vous présente les deux premiers conférenciers, M. Michel Vézina et Nathalie Audette, qui vont nous présenter les objectifs de l'enquête et sa méthodologie. Alors, M. Michel Vézina est médecin spécialiste en santé communautaire. Il est professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval depuis 1983 et conseiller en santé au travail de l'Institut national de santé publique du Québec. Il est le chercheur responsable, comme je disais, de l'éco-test. Madame Nathalie Audette travaille à l'Institut de la statistique du Québec depuis 1993 à titre de coordonnatrice des enquêtes sociales à la direction des enquêtes longitudinales et sociales. Alors auparavant, avant 1999, elle était à Santé Québec, c'est-à-dire ministère de la Santé et des Services sociaux, non? Oui, c'était paragouvernemental. Paragouvernemental, bon. Je pensais que Santé Québec, c'était le nom intime du ministère de la Santé. Alors, les intervenantes disposent, Michel Vézina et Nathalie Audette, conjointement de 20 minutes ou de 20 minutes chacun? Conjointement. Alors, 10 minutes chacun au maximum, mais c'est une présentation conjointe de toute façon. Je leur cède la parole immédiatement. Merci et bon colloque. Merci, Daniel. Ça me fait énormément plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour vous présenter l'éco-test. Évidemment, une image vaut souvent 1000 mots. Pour vous dire la richesse et l'ampleur du contenu de l'éco-test, j'ai décidé d'apporter la brique. Ça, c'est le rapport complet. Ce n'est pas un livre de chevet, puis il faut y aller par section en fonction de nos intérêts, bien sûr. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas par économie, par écologie, c'est pas uniquement recto, c'est recto-verso. Puis en plus, il y a à la fin, en référence aux données du chapitre 2 dont Luc va parler avec Pascal, il y a un CD qui couvre à peu près 200 à 300 pages de tableau. Donc, c'est très riche, c'est très dense, mais on a décidé aujourd'hui d'y aller un peu par section pour vous donner le goût, vous donner envie d'aller le lire en fonction de vos intérêts. Donc, je ne vais pas le tenir comme ça toute l'avant-midi, d'autant plus que pour le transporter, il faut avoir une valise à roulettes. Donc, mais c'est pas seulement lourd, c'est dense, c'est très intéressant. L'éco-test, qu'est-ce que c'est? L'éco-test, c'est une vaste opération qui a duré plusieurs années et qui a regroupé, c'est important de le noter, au Québec, plus d'une vingtaine de chercheurs et experts du domaine. Ici, vous en avez quelques-uns.
Esther, avec qui je travaillais, qui est représentante qui était une chercheure de l'IRSST. Je ne vais pas tous les nommer parce que vous les avez déjà, puis dans le rapport, vous avez leur petit gris. Mais ce qu'on ne sait pas avec cette diapositive-là, c'est qu'il y a derrière aussi au moins autant de collaborateurs, de sorte qu'au total, je n'ai compté 22 chercheurs, experts et collaborateurs qui ont participé à l'enquête. Donc, c'est vraiment, et c'est des gens au Québec qui sont très bien reconnus dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail, et surtout du lien entre les conditions de travail et l'organisation de travail et la santé. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Par la suite, c'est aussi le message, c'est une responsabilité partagée, les co-tests. Ce n'est pas juste l'affaire de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, c'est aussi une œuvre commune, une œuvre qui regroupait plusieurs instances. Je ne pourrais pas passer sous silence le fait déclencheur du ministère du Travail qui, en fonction de sa loi, doit effectuer ou faire effectuer en collaboration avec les organismes concernés tous les 5 ans une étude sur l'évolution des conditions de travail au Québec. C'est vraiment l'élément déclencheur. Et quand on parle d'organismes concernés, c'est ceux qui viennent par la suite. Le ministère de la Santé et, via son bras droit, l'Institut national de santé publique, doit exercer une vigilance continue sur l'état de santé de la population et de ses facteurs déterminants. Donc, le travail est un déterminant important de la santé. Donc, il s'est retrouvé en fonction de sa loi. L'IRSST également impliquée parce qu'elle doit mettre en place une vigilance scientifique visant à repérer les pratiques émergentes, les problématiques émergentes en santé et sécurité afin d'orienter le développement de la recherche en santé et sécurité au travail au Québec. Et évidemment, la Commission des normes du travail. Il faut dire que cette responsabilité supplémentaire-là au ministère du Travail, ça lui avait été accordé par une loi qui était la loi de 2002 qui mettait à jour les normes minimales de travail. Donc, la Commission des normes était très impliquée. C'est cette loi-là qui a mis en place au Québec en 2004 l'interdiction les clauses spécifiques sur le harcèlement psychologique pour bannir ce phénomène. Donc, la Commission des normes doit exercer une veille stratégique des conditions de travail au Québec, incluant le harcèlement psychologique. Et finalement, l'ISQ, qui est l'Institut de statistique du Québec, doit faire une expertise en lien avec sa mission au regard des enquêtes de population. On ne peut pas penser au Québec à faire une enquête sans impliquer l'Institut de la statistique. Évidemment, il y en a d'autres qui peuvent être des organismes concernés. On verra aujourd'hui l'implication du ministère de la Famille et des Aînés au regard du volet conciliation, travail et vie personnelle. Donc, mais au départ, c'était les 5 personnes et 5 organismes impliqués dans l'enquête. Quels étaient les objectifs de l'enquête de l'Écotest? D'abord, dresser un portrait d'un ensemble de conditions de travail et de contraintes professionnelles auxquelles les travailleurs québécois sont exposés. On n'avait pas cette information-là. On l'avait un peu via les secteurs prioritaires au Québec, mais un portrait d'ensemble, comme on a souvent en Europe. En passant, cette enquête-là s'est inspirée beaucoup d'initiatives européennes sur l'enquête sur l'évolution des conditions de travail depuis 1990 à tous les 5 ans. Donc, on n'avait rien au Québec à ce niveau-là. De visait également, l'enquête a tracé un portrait de la santé et de la sécurité du travail au Québec, au-delà des lésions indemnisées, au-delà du portrait de la CSST des lésions professionnelles, mesurer les associations entre, évidemment, l'un et l'autre, entre les conditions d'une part de travail et d'emploi et d'autre part la santé et sécurité, et aussi, ce qui est nouveau, qu'on n'a pas même en Europe, caractériser les conséquences des problèmes de santé et sécurité au travail en termes d'incapacité de travail, notamment d'absence, de consommation de médicaments, d'utilisation des services de santé et d'indemnisation. On verra aujourd'hui quelques données à ce chapitre. Il y a des gens qui sont plus visuels, sur une base plus schématique. Voici le cadre conceptuel qui gouvernait notre enquête et nos travaux. Vous avez à gauche, notamment dans la partie inférieure, les conditions de travail et d'emploi. Quelques-unes sont spécifiées, notamment les contraintes physiques et organisationnelles, qui entraînent, c'est le sens de la flèche, des problèmes de santé et de sécurité au travail, dont notamment les accidents, les troubles musculo-squelettiques et la santé psychologique. Ce sont les 3 variables, c'est les 3 dimensions en termes d'impact sur la santé qui ont été le plus mesurées. On verra aussi tout à l'heure quelques données sur l'état général de santé. Et la boucle revient parce que ces problèmes de santé et de sécurité ont des conséquences, notamment en termes d'incapacité de travail, en termes d'absence de travail, en termes d'indemnisation et évidemment aussi en termes d'utilisation des services de santé et de consommation de médicaments. Ce sont des dimensions plus qu'on dit associées à des coûts sociaux de la production du travail. Ce ne sont pas des consommations de services de santé pour des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas intégré dans les lésions professionnelles, comme on le verra, et donc ça revient au réseau public des services de santé de s'en charger.
Évidemment, afin d'établir ce lien entre les conditions de travail d'une part et des problèmes de santé et de sécurité d'autre part, on a besoin de tenir compte de ce qu'on appelait les variables modifiantes, des caractéristiques individuelles. On a des données beaucoup sur les caractéristiques individuelles et aussi les situations professionnelles, de même que d'autres situations professionnelles ou des situations non professionnelles. Dans les situations professionnelles, on verra, vous allez voir aujourd'hui, des données sur le harcèlement psychologique au travail, conciliation de travail et vie personnelle, de même que des caractéristiques générales de l'emploi. Donc, quels sont les... juste faire une petite parenthèse sur les objectifs, le contexte qui était le nôtre. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête? Qu'est-ce que sont les objectifs visés par les enquêtes? Je vous l'ai montré quels étaient les objectifs visés par les nôtres, mais des enquêtes de cette nature visent à répondre à un besoin d'information que je vous ai présenté, donc en lien avec les objets d'étude qui étaient les nôtres. Et l'important était d'utiliser des outils de qualité pour mesurer les objets retenus. Et ça, je dois vous dire que c'était une préoccupation constante. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que le rapport a été audité, pour le dire en français, par des experts, un panel d'experts internationaux. Chacun des chapitres a été évalué en termes de qualité scientifique par au moins 2 experts internationaux qui n'étaient pas en lien avec les auteurs, évidemment, donc qui étaient là pour garantir que les outils qu'on utilisait étaient de qualité, au regard notamment de la validité interne. Je m'excuse du jargon technique, mais c'est vraiment la capacité. Ils ont attesté comme experts internationaux de la validité, de la qualité de nos mesures, notamment en termes de validité interne, en termes d'aptitude des outils utilisés à refléter ce qui est censé mesurer l'outil, et finalement de fiabilité, c'est-à-dire une aptitude des outils qu'on a utilisés à recueillir les mêmes données chaque fois que les mêmes phénomènes sont manifestes. Donc, au niveau de la qualité, que ce soit en termes de validité interne ou de fiabilité, on s'est assuré, avant de publier les données, que on avait l'aval des experts internationaux dans le domaine. Rapidement, le plan du rapport qui va vous être présenté aujourd'hui. L'introduction générale, je vous l'ai faite rapidement. La première partie qui parle, Nathalie va présenter tout à l'heure la dimension méthode et profil de population, les dimensions du chapitre 1. Et par la suite, la deuxième partie et troisième partie. La deuxième partie réfère davantage aux conditions de travail, aux situations professionnelles, ce qui entraîne des conséquences au niveau de la troisième partie, c'est-à-dire les problèmes de santé et de sécurité au travail, qui vous seront présentés dans la deuxième partie de la matinée. Et on verra par la suite, comme le disait tout à l'heure Daniel, en après-midi, des sections plus en lien avec des analyses plus poussées sur 3 thématiques un peu plus transversales. Je m'arrête là pour passer la parole à Nathalie, qui va vous parler des aspects méthodologiques de l'enquête. Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler, comme Michel l'a dit, des aspects méthodologiques de l'enquête. Dans le fond, c'est toutes les étapes importantes qui se sont faites avant d'arriver à une analyse de données pour s'assurer d'avoir une donnée de qualité, dans le fond. Alors, premièrement, notre population visée, on a défini que c'était des personnes de 15 ans et plus qui étaient en emploi rémunéré depuis au moins 8 semaines et qui travaillaient à raison de 15 heures par semaine. Les critères qu'on a établis ici étaient pour s'assurer de répondre aux objectifs qui viennent d'être présentés par Michel. Et aussi, on voulait avoir des gens qui avaient passé suffisamment de temps dans leur milieu de travail pour être capables de répondre adéquatement à des questions qui concernent les conditions de travail et de leur environnement. Nous avons couvert les 17 régions administratives. Il y a des territoires qui étaient par contre exclus. On parle des bases militaires, les réserves indiennes, et les établissements. Donc, ce qu'on voulait, c'est les ménages privés. Alors, de quelle façon est-ce qu'on a tiré notre échantillon? Notre base de sondage, c'était des numéros de téléphone. Donc, notre échantillon a été tiré avec des numéros de téléphone générés de façon aléatoire. On avait 2 étapes. D'abord, il fallait rejoindre un ménage privé et un ménage admissible, dans le sens où on devait trouver dans ce ménage des personnes de 15 ans et plus qui occupaient un emploi selon les critères dont je viens de vous mentionner. Si dans le ménage, nous avions plus qu'un travailleur, alors il fallait faire une sélection aléatoire d'un travailleur à l'intérieur d'un ménage. On n'en prenait qu'un seul par ménage. Notre plan de sondage a été stratifié selon les régions pour s'assurer d'avoir une bonne représentativité pour l'ensemble du Québec. On avait comme objectif d'avoir des précisions assez bonnes pour des estimations de 2,5 % ou plus. Donc, pour ce faire, on a déterminé qu'on avait besoin d'un échantillon d'au moins 5 000 répondants.
On est donc parti avec plus de 24 000 numéros de téléphone générés de façon aléatoire. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé un nombre aussi élevé? C'est que quand les numéros sont aléatoires, on peut attraper n'importe quoi. Donc, il y avait beaucoup de numéros invalides, qui étaient des numéros d'entreprise, des numéros qui n'existaient pas, des numéros qui correspondaient à des populations qu'on ne voulait pas toucher. Donc, il fallait tenir compte de ça aussi. Et aussi, il fallait tenir compte des ménages privés. Donc, on voulait rejoindre un ménage privé, donc l'admissibilité des ménages. Donc, là aussi, on en perdait quelques-uns parmi les numéros de téléphone composés. Voilà, la collecte de données, eh bien, on a envoyé une lettre au préalable. Même si on n'avait que des numéros de téléphone, on pouvait retracer l'adresse de certains répondants. Et c'est connu à l'ISQ que quand on envoie une lettre aux répondants à l'avance, on obtient un meilleur taux de réponse. Les entrevues se sont déroulées au téléphone, assistées par un ordinateur, donc le questionnaire était informatisé. Ça a duré environ 35 minutes. La période de collecte a été de novembre 2007 à février 2008, donc un peu plus de 3 mois. Et on a réussi à avoir plus de 5 000 entrevues complétées, ce qui nous donnait un taux de réponse de 62 %. L'analyse de données. Bon, une fois qu'on a recueilli les données à la collecte, il y a quand même une bonne étape de validation à faire. Même si dans ce cas-ci, c'est un questionnaire informatisé où on avait déjà programmé certaines validations automatiques à faire lors de l'entrevue, quand on reçoit le fichier, on passe quand même à travers toutes ces validations-là encore pour bien vérifier. Pour les séquences aussi, ça c'est les filtres qu'on peut obtenir durant le questionnaire où certaines personnes ciblées doivent répondre à des sections particulières, donc on a vérifié tout ça, et la codification. On avait des questions à choix multiples où il y avait même une catégorie autre, où là, le répondant pouvait nous donner en mots une réponse. Donc, toutes ces réponses-là ont été codifiées pour faciliter l'analyse, soit qu'elles étaient replacées dans les codes qui existaient déjà, ou si ça valait la peine qu'il y avait un N suffisant, on recréait un autre code. On avait aussi 2 questions qui étaient complètement ouvertes, c'était les emplois et les entreprises. Celles-ci ont été recodées aussi pour faciliter l'analyse. On a aussi appliqué une pondération. Évidemment, les objectifs, c'était de pouvoir faire de l'interférence à la population visée. Et donc, il y a différentes étapes d'ajustement. Donc, chaque répondant a obtenu un chiffre qui représentait le nombre de personnes qu'il représentait dans la population selon certaines caractéristiques. Dans le fond, si on ne faisait pas ça, ce qu'on ferait, c'est une analyse descriptive de notre échantillon et ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Bon, le taux de non-réponse partielle, c'est la non-réponse partielle à chacune des questions. Ça, je vais passer vite parce que dans le fond, dans cette enquête-là, on n'en a pas eu. Il n'y a pas eu de problème. Donc, il n'y a pas eu d'analyse à faire sur les biais que ça pouvait causer. Ce que je veux parler ici, ça, c'est surtout ce qu'on a fait dans notre rapport. Il y a beaucoup d'analyses qui peuvent être faites, mais nous, ce qu'on a choisi ici, c'est de se concentrer sur les analyses descriptives, dont des variables catégoriques. On a fait des croisements entre variables catégoriques et on a fait des tests d'indépendance. Si le test d'indépendance était significatif, on pouvait aller voir à l'intérieur du tableau où étaient les différences, soit avec un test de différence de proportion ou bien les intervalles de confiance. Une autre mesure de précision qu'on a calculée, c'est le coefficient de variation qui, peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est l'écart type par rapport à l'estimation elle-même. Donc, plus l'écart type était grand, plus notre précision était moins bonne, donc le coefficient de variation est élevé. Je vais finir avec un exemple. C'est un exemple de résultat que j'ai pris, c'est le croisement de variables sociodémographiques simples. Donc, c'est la langue parlée à la maison selon les groupes d'âge. Dans le rapport, ce qu'on retrouve, c'est une note comme ça en bas de tableau qui dit que le test d'indépendance est significatif. Ici, ça veut dire que la distribution de la langue parlée à la maison est différente selon du groupe d'âge dans lequel vous vous trouvez. Ce qui est en orange, là, ce qui est grisé, dans le fond, c'est là où on a trouvé des différences significatives. Alors, dans le rapport, soit que vous avez des intervalles de confiance qui sont associés à chacune des proportions, qui vous permettent de voir où sont les différences, ou bien c'est décrit dans le texte. Une autre chose, donc ici, ce qu'on voit, c'est que les 15 à 44 ans ont une proportion plus faible de vivre dans un ménage où c'est le français uniquement qui est parlé par rapport aux plus âgés.
Une autre information qu'on trouve en bas des tableaux, c'est les coefficients de variation pour nous dire jusqu'à quel point la donnée présentée est précise. Ici, avec notre 2 dans les 45 ans et plus, on a une petite note qui nous dit que notre coefficient de variation est entre 15 et 25. Donc, interprété avec prudence, ça veut dire que la précision est plus ou moins bonne. Vous allez le voir aujourd'hui, vous allez voir plusieurs résultats et cette enquête-là a un potentiel d'analyse énorme. Donc, si vous voulez, vous avez le goût d'exploiter vous-même le fichier de données, l'ISQ met à la disposition des chercheurs des fichiers de données. Alors, vous pouvez communiquer avec l'adresse qui est ici ci-dessous et on offre aussi 2 types d'accès. Donc, le premier, c'est le CADRIS, qui est notre centre, notre laboratoire qui est logé à l'Université de Montréal, ou bien, ce qu'on a de nouveau aussi, c'est l'accès à distance. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit communiquer avec l'ISQ ou bien venir parler avec moi à la pause. Je vais vous informer à ce sujet-là. Merci.